Si l'on remonte le cours de l'histoire, on ne manque pas de personnages célèbres qui brouillent les frontières entre la réalité et la fiction. Pensez à Léonidas Ier de Sparte ou au roi Midas. Tous deux étaient 100% réels, mais on peut affirmer sans risque de se tromper que nombre des histoires qui les entourent ne l'étaient probablement pas. La plupart de ces titans du passé n'ont accédé à la célébrité mondiale qu'après que leurs récits ont été corrompus et embellis à l'infini, longtemps après leur mort. Mais de temps à autre, quelqu'un émerge de la brume de l'histoire, dont les actes éblouissants sont si inexplicables qu'ils deviennent des légendes de leur vivant. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est l'un de ces hommes, et son histoire est tout simplement l'une des plus incroyables que j'ai jamais partagées sur cette chaîne. Il est difficile de savoir par où commencer, alors voici les grandes lignes de son histoire. 1. Il est né paysan, mais a réussi à contrôler toute la Russie. 2. Il avait le pouvoir de guérir les malades et les meilleurs médecins de son époque ne pouvaient expliquer comment il y parvenait. 3. Il a survécu à de multiples tentatives d'assassinat, notamment en étant empoisonné, poignardé et abattu. 4. Il avait le pouvoir de prophétie et a fait plusieurs prédictions audacieuses qui se sont réalisées par la suite. 5. Il a couché avec des milliers de femmes, bien qu'il ne se soit jamais baigné. 6. Il a fait tomber une dynastie royale vieille de 300 ans presque à lui tout seul. Voici l'histoire plus vraie que nature de Grigori Raspoutine, ou comme j'aime à l'appeler, le magicien du sexe qui a fait tomber la monarchie russe. L'histoire de Raspoutine est l'une des plus farfelues jamais racontées, mais ses débuts ont été des plus humbles. Il est né paysan en 1869 dans le petit village sibérien de Pokrovskoï. Il avait 7 frères et sœurs, mais seul Raspoutine est parvenu à l'âge adulte. On sait très peu de choses sur ses premières années, si ce n'est que, comme la plupart de ses pères, il n'a guère reçu d'éducation. Il est probable qu'il ne sut ni lire ni écrire avant l'âge adulte et qu'il eut régulièrement des ennuis avec les autorités locales en raison de son penchant pour les délits mineurs et de son grand appétit pour les boissons fortes et les femmes douces. À 18 ans, il était marié et allait bientôt élever 3 enfants. Jusqu'à présent, la vie de Raspoutine n'était pas si différente de celle de milliers d'autres hommes russes de l'époque. Mais en 1897, à l'âge de 28 ans, il décide de se rendre en pèlerinage au monastère Saint-Nicolas de Verkhoturye. Ce voyage allait bouleverser à la fois sa vie et le cours de l'histoire russe. Raspoutine n'était pas un homme particulièrement religieux avant le pèlerinage, et les raisons qui l'ont poussé à entreprendre un voyage de 800 km aller-retour, au nom d'un dieu qu'il ne connaissait pas très bien, sont inconnues. Certaines sources affirment qu'il s'agissait d'une excuse pour quitter rapidement Pokrovskoï après avoir été surpris en train de voler un cheval. Lorsque Raspoutine revint quelques mois plus tard, c'était un homme transformé par la ferveur religieuse. Enfin, je dis transformé. Il buvait toujours comme un marin et courait les femmes nuit et jour, mais il priait beaucoup plus pendant son temps libre. Au cours des années qui ont suivi, il a beaucoup voyagé en Russie, se présentant comme un saint homme errant. Il a également développé sa propre religion, basée sur les fondements d'une secte chrétienne hors la loi, connue sous le nom de Klists, dont les pratiques obscures incluaient, selon les rumeurs, des orgies de masse et l'autoflagellation. Pour sa part, Raspoutine prêchait que le péché ne pouvait être vaincu que s'il était d'abord compris, ce qui lui permettait en fait de s'adonner à tous les plaisirs de la vie au nom de la recherche théologique. Il enseignait également qu'il était possible de se rapprocher de Dieu en atteignant un état d'épuisement sexuel, de préférence en faisant l'amour le plus possible avec Raspoutine lui-même. Sachant qu'il était l'un des personnages les plus effrayants de l'histoire, qu'il était réputé pour ne jamais se laver et qu'il sentait donc le trou du cul d'un blaireau, vous serez peut-être surpris d'apprendre que cette étrange stratégie de séduction des femmes a fonctionné. Raspoutine rassembla bientôt un grand nombre d'adeptes, et l'on murmura de plus en plus que, pendant son séjour dans la nature sibérienne, il avait développé certaines capacités. Certains disaient qu'il pouvait lire dans les pensées, d'autres qu'il pouvait guérir les malades d'un simple toucher de la main, et tous s'accordaient à dire que l'homme avait quelque chose d'anormal. Au début des années 1900, il avait fait suffisamment de bruit pour attirer l'attention de plusieurs personnalités importantes de l'Église orthodoxe russe. Ses relations haut placées l'ont finalement conduit à Saint-Pétersbourg.
l'arrivée de Raspoutine dans la capitale russe de l'époque tombe à point nommé. L'aristocratie de la ville était obsédée par tout ce qui avait trait à l'occultisme et au surnaturel. Aussi, lorsque le Sibérien à l'odeur de blaireau est apparu en 1905, au milieu de rumeurs de pouvoir magique, armé d'un regard perçant, tout le monde a voulu se l'approprier. Il reçoit des invitations de la part des familles les plus influentes et les plus riches de la ville. Il gravit échelon par échelon l'échelle sociale chancelante de Saint-Pétersbourg, jusqu'à ce que, en novembre 1905, il atteigne le dernier échelon. Il est invité à rencontrer le tsar Nicolas II, empereur de toute la Russie et patriarche de la famille séculaire des Romanov, et son épouse Alexandra Féodorovna, la tsarine. La rencontre ne devait durer que quelques minutes, mais le mystique autoproclamé a exercé sa magie noire sur les monarques, et il a fallu attendre plus d'1 heure avant qu'ils ne sortent du palais. On dit souvent que les gens croient ce qu'ils veulent croire, et c'est sans doute ce qui a permis à Raspoutine de séduire les souverains russes. Le tsar et la tsarine voulaient absolument que les rumeurs concernant Raspoutine soient vraies, car s'il pouvait réellement guérir les malades, cela signifiait qu'il avait le pouvoir de sauver leur fils, Alexei, qui était également l'héritier de tout l'Empire russe. Alexei souffrait d'hémophilie, une maladie génétique rare qui empêche le sang de coaguler correctement. Cela peut sembler une affection mineure, mais les personnes qui en souffrent vivent toute leur vie sur le fil du rasoir, où même une petite blessure peut entraîner une perte de sang dévastatrice. Aujourd'hui encore, l'hémophilie est une maladie grave, mais dans la Russie du XXe siècle, c'était une véritable condamnation à mort. L'espérance de vie moyenne n'était que de 13 ans. Alexei était le plus jeune d'une famille de 5 enfants, mais comme ses frères et sœurs aînés étaient tous des femmes, la ligne de succession reposait uniquement sur sa survie. En d'autres termes, si Raspoutine parvient à maintenir Alexei en vie, il ne se contente pas de sauver la vie d'un fils précieux, il préserve l'avenir de toute la dynastie des Romanov. Le saint homme n'allait pas tarder à avoir l'occasion de joindre le geste à la parole. Il est intéressant de noter qu'à l'époque, l'hémophilie était si répandue dans la royauté européenne qu'on l'appelait souvent la maladie royale. Par la suite, les historiens ont remonté la piste de ces gènes erronés jusqu'à un seul patient zéro, qui n'était autre que la grand-mère de l'Europe, la reine Victoria. Elle était porteuse du gène et sa progéniture a propagé l'hémophilie dans l'aristocratie européenne, y compris dans les familles royales d'Espagne, d'Allemagne et de Russie. La reine Victoria était l'arrière-grand-mère d'Alexei Romanov. Quoi qu'il en soit, Raspoutine fut dûment convoqué pour utiliser ses pouvoirs magiques sur le garçon, et c'est là que les choses commencent à devenir un peu bizarres. Il est facile de considérer Raspoutine comme un imposteur, un charismatique gredin qui a réussi à se hisser au sommet. Mais quel que soit le tour de passe-passe qu'il a utilisé sur l'héritier russe, il a réellement fonctionné. Le médecin en chef d'Alexei se souviendra plus tard qu'à chaque fois que le garçon était malade, Raspoutine se présentait à son chevet, crachait et Alexei se rétablissait en un rien de temps. Lors de l'un des incidents les plus célèbres, le prince subit une hémorragie interne au cours d'un voyage en calèche chaotique au retour d'une partie de chasse. En peu de temps, il tomba si gravement malade qu'un prêtre fut convoqué pour lui rendre les derniers sacrements et qu'un télégramme fut rédigé à la hâte pour annoncer la mort du garçon au monde entier. Raspoutine était alors de retour en Sibérie et la tsarine, désespérée, lui envoya un télégramme lui demandant de prier pour son fils. Bien qu'il se trouve à des centaines de kilomètres de là, Raspoutine répond en expliquant que Dieu lui a personnellement assuré que le prince vivrait tant qu'aucun médecin n'interviendrait dans son rétablissement. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais si j'étais un guérisseur frauduleux, me débarrasser de toute personne ayant un minimum de connaissances médicales serait la dernière chose que je ferais. Mais la tsarine a accepté et, contre tout bon sens, Alexei a commencé à se rétablir presque immédiatement. Aujourd'hui encore, plus de 100 ans plus tard, personne ne sait exactement ce que Raspoutine faisait pour améliorer la santé d'Alexei. Il se peut qu'il ait mis à profit ses connaissances en matière d'hémorragie interne chez les chevaux, acquises lors de son séjour en Sibérie, tandis que d'autres pensent que ces guérisons reposent sur une forme d'hypnose. D'autres encore attribuent ces miraculeux pouvoirs de guérison à la simple psychologie. En écartant l'armée de médecins du prince et en calmant les nerfs à vif de sa mère,
Raspoutine aurait simplement créé une atmosphère plus calme et plus propice à la guérison. Ajoutez à cela un puissant effet placebo, et qui sait, si tout cela vous semble un peu vague, ne vous inquiétez pas, j'ai une théorie un peu plus concrète. L'aspirine était un analgésique omniprésent en Russie à l'époque et aurait très certainement été prescrite à Alexei. Mais il s'avère que l'aspirine fluidifie le sang et qu'elle est en quelque sorte la kryptonite orale des hémophiles. Ce petit fait médical n'a été connu de la science que 50 ans après la mort de Raspoutine, mais il se peut qu'en recommandant régulièrement à Alexei d'ignorer son médecin au profit du pouvoir de guérison de la grâce de Dieu, Raspoutine ait involontairement protégé le prince des effets néfastes de l'ingestion d'aspirine. Bien sûr, il est toujours possible que Raspoutine ait réellement acquis des pouvoirs de guérison magique, en baisant à travers la Russie et en refusant de se baigner. Mais je vais prendre les devants et mettre cette hypothèse de côté. En fin de compte, la manière dont il s'y prenait n'a pas vraiment d'importance. En veillant à ce que le sang coule dans les veines du prince, et, plus important encore, en veillant à ce qu'il continue de couler chaque fois qu'il se coupe avec du papier, Raspoutine s'est acquis la loyauté inébranlable du tsar et de la tsarine. Cependant, Raspoutine n'était pas du genre à prendre des risques, et, pour sceller véritablement sa position au sein de la famille royale, ce mystique à la grosse bite a fait une prophétie, affirmant que son destin était lié au leur et que si quelque chose de fâcheux lui arrivait, la maison des Romanov s'effondrerait. Là encore, il est facile de se moquer d'un stratagème aussi évident. Sauf que la prophétie s'est effectivement réalisée par la suite, mais n'allons pas trop vite en besogne. Le tsar Nicolas II nomma Raspoutine son allumeur de réverbères officiel, un rôle qui l'amena à s'occuper des icônes religieuses de la maison royale et lui donna un accès inégalé aux dirigeants de la Russie. Raspoutine a tiré le meilleur parti de sa position et, très vite, il ne s'est plus contenté de soigner le prince Alexei, il l'a conseillé sur des questions d'État et a influencé la politique étrangère. Mais son statut élevé n'a rien fait pour adoucir les manières rudes de Raspoutine, ni pour diminuer ses divers appétits. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le mystique acceptait des faveurs sexuelles et d'autres pots de vin, en échange d'une bonne parole auprès du tsar et de sa femme. Et lorsqu'il ne parvenait pas à obtenir ce qu'il voulait en abusant de son nouveau pouvoir, il le prenait tout simplement par la force. Raspoutine a été accusé de viol à plusieurs reprises, notamment par la gouvernante qui s'occupait des sœurs aînées d'Alexei. Mais la version russe du XXe siècle du mouvement MeToo n'a jamais vraiment décollé. Malgré le poids des accusations portées contre lui, dont certaines émanaient de la famille royale elle-même, Raspoutine était intouchable. La gouvernante a été renvoyée et ses autres accusateurs ont été simplement ignorés. Malgré cela, une faction croissante de dirigeants religieux et politiques s'inquiète de plus en plus de l'influence de Raspoutine au sein du palais. Plusieurs membres éminents de l'Église orthodoxe russe le dénoncent ouvertement comme hérétique, et le Premier ministre Pierre Stolypine tente de le faire exiler. La police secrète russe, précurseur du KGB, a ouvert une enquête sur la conduite de Raspoutine qui a révélé, entre autres, qu'il s'était exhibé dans l'un des meilleurs restaurants de Saint-Pétersbourg. En 1914, alors qu'il rendait visite à sa femme qui, pour une raison quelconque, n'avait pas encore divorcé, Raspoutine a été poignardé dans l'estomac par une paysanne insignifiante qui croyait qu'il était l'antéchrist. Après avoir réussi à échapper à son agresseur à pied, Raspoutine est plongé dans un coma dont personne ne s'attend à ce qu'il se réveille. Mais il s'en est réveillé. En peu de temps, il est de retour dans la capitale, où son pouvoir est sur le point d'atteindre son apogée. Quelques semaines avant l'expérience de mort imminente de Raspoutine, un roi austro-hongrois peu connu a reçu la visite d'un de ses propres assassins. Le roi en question était connu de ses amis sous le nom d'archiduc François Ferdinand et, contrairement à Raspoutine, il n'a pas survécu à l'attentat. Comme vous le savez sans doute, la mort de Franz Ferdinand a déclenché une série d'événements qui ont abouti au début de la Première Guerre mondiale. En juillet 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et le tsar Nicolas II quitte Saint-Pétersbourg pour mener personnellement ses troupes sur les champs de bataille d'Europe. Il laisse sa femme seule à la tête du pays. Alexandra a toujours été plus influencée par Raspoutine et, en l'absence de son mari, elle se consacre entièrement au mystique. En l'espace de 18 mois, elle nomme et révoque pas moins de 4 premiers ministres, 5 ministres de l'Intérieur et 3 ministres de la Guerre,
sous la houlette de Raspoutine. Dans les rues de Saint-Pétersbourg, c'est bientôt un secret de Polichinelle que la tsarine a non seulement accepté les conseils de Raspoutine, mais qu'elle l'a aussi invité dans son lit. Certes, il n'existe aucune preuve tangible de cette liaison, mais compte tenu de l'estime que la tsarine portait à Raspoutine, sans oublier que son idéologie religieuse consistait à baiser tout ce qui vivait en Russie, il est difficile de ne pas croire aux rumeurs. Il y a aussi le fait que le célèbre érudit Bonnet M a chanté « Ra Raspoutine, amant de la reine de Russie ». Et si ce n'est pas une preuve, je ne sais pas ce que c'est. Qu'ils aient ou non couché ensemble, la plus grande machine à aimer de Russie était clairement devenue le véritable pouvoir derrière le trône. Et en décembre 1916, un groupe de nobles décida qu'il était temps de sceller Greyfax et d'aller chasser le démon. Le prince Félix Yusupov, époux de la nièce du tsar, le grand-duc Dimitri Pavlovitch, cousin germain du tsar, et l'éminent politicien Vladimir Pourishkevitch ont été à la tête de ce groupe. Bien entendu, contrairement à Gandalf le Gris, aucun de ces hommes ne disposait de pouvoir magique, et ils ont donc été contraints d'opter pour une approche plus prosaïque. Pour sauver la Russie, ils allaient devoir assassiner Grigori Raspoutine. Mais comme nous l'avons déjà vu, Raspoutine n'était pas un homme facile à tuer. Il est invité au palais de Yusupov à Saint-Pétersbourg, où il est conduit dans une salle de réception au sous-sol. Là, on lui offre du thé et un plateau de petits gâteaux. Tout cela semble très civilisé en ce qui concerne les meurtres. Sauf que les gâteaux ont été mélangés à du cyanure. Raspoutine n'a pas conscience du danger, et il ne tarde pas à engloutir les pâtisseries empoisonnées. Mais lorsqu'il eut terminé, au lieu de tomber raide mort, Raspoutine demanda simplement à Yusupov s'il avait quelque chose de plus fort que du thé pour faire passer les gâteaux. Yusupov est allé chercher du vin de Madère, également chargé de cyanure. Mais malgré 3 verres avalés, Raspoutine n'a pas eu la moindre brûlure d'estomac. Aujourd'hui encore, nous ne savons absolument pas comment Raspoutine a pu manger suffisamment de cyanure pour tuer un village entier et survivre, bien que, dans une étude très récente, des rats aient été nourris à la fois au cyanure et à l'ail et aient survécu. Il s'avère que le soufre contenu dans l'ail peut combattre le cyanure dans le corps, et Raspoutine mangeait chaque jour une quantité effrayante d'ail. Quoi qu'il en soit, comme le poison n'avait pas réussi à l'empoisonner, Yusupov sortit son pistolet et tira une balle dans la poitrine de Raspoutine, ce qui sembla enfin faire l'affaire. Le corps de Raspoutine est déshabillé, et l'un des conspirateurs se rend à la maison de Raspoutine en portant les vêtements du mort pour faire croire qu'il est rentré chez lui comme prévu. Il faut ensuite se débarrasser du cadavre. C'était la tâche de Yusupov, mais lorsqu'il est redescendu dans la cave, quelque chose d'inattendu s'est produit. Raspoutine s'est levé et lui a donné un coup de poing au visage. Yusupov s'enfuit de la cave, poursuivi par un Raspoutine nu et loin d'être mort. Un homme nu qui court n'est jamais beau à voir, et Raspoutine, sanglant, ne fait pas exception à la règle. Mais toute cette agitation amène les amis de Yusupov sur les lieux, et d'autres coups de feu sont tirés. Lorsque la fumée s'est dissipée, Raspoutine était de nouveau à terre, cette fois avec une balle dans le front. On peut supposer que Yusupov et ses amis étaient un peu secoués à ce moment-là, et ils ont passé les quelques minutes suivantes à donner des coups de pied au cadavre, juste pour s'assurer que c'était vraiment un cadavre. Ils ont ensuite jeté le corps dans une rivière gelée voisine, en passant par un trou de pêche. Selon certains rapports, bien qu'il ait été empoisonné 2 fois, qu'on lui ait tiré dessus à plusieurs reprises et qu'il ait été battu jusqu'à ce qu'il soit réduit en bouillie, Raspoutine bougeait encore lorsqu'il a disparu sous l'eau noire et silencieuse. Il a été retrouvé le lendemain, pressé contre le dessous de la glace comme s'il essayait de se libérer, ses yeux encore ouverts fixant le ciel d'un regard vide. Le moine fou est mort. Pendant ce temps, sur les champs de bataille européens, les choses vont mal pour les Russes. Nicolas II se révèle être un commandant militaire absolument inutile, et une série de graves bévues tactiques et logistiques font perdre à ses troupes bataille sur bataille. La situation à l'intérieur du pays n'est pas meilleure non plus. Le pays a été paralysé par l'effort de guerre, la faim et le mécontentement sont généralisés. La confiance dans la monarchie n'a jamais été aussi faible, et, bien qu'il ait tenté de s'accrocher au pouvoir, le tsar est contraint d'abdiquer en 1917 lorsque des manifestants en colère s'emparent de vastes pans de la capitale, soutenus par des membres des forces armées russes. Le règne des Romanov, qui durait depuis 300 ans, prenait fin
et la révolution russe commençait. Le tsar et sa famille sont assignés à résidence et le resteront pendant près d'1 an. Pendant ce temps, les bolcheviks, menés par Vladimir Lénine, prennent le contrôle du gouvernement russe. Le 17 juillet 1918, des soldats bolcheviks ont fait irruption dans un sous-sol où les Romanov étaient détenus et ont commencé à tirer. Ils n'ont pas cessé de tirer jusqu'à ce que l'ancien tsar et l'ancienne tsarine, ainsi que chacun de leurs enfants, soient morts. Au début de cette vidéo, j'ai mentionné que Raspoutine était un homme qui brouillait les frontières entre le mythe et la réalité, et il est certain que de nombreux aspects de cette histoire mettent à rude épreuve la crédulité. Certains éléments sont largement acceptés. Raspoutine est réellement parti de rien pour exercer une influence considérable sur la monarchie russe, et il a certainement joué un rôle important dans sa chute finale. Mais d'autres sont contestés. Certains historiens pensent que les détails de la vie de débauche de Raspoutine ont été exagérés afin de le discréditer, et il y a fort à parier que les événements de son assassinat ont été quelque peu épicés. D'après la plupart des témoignages, Grigori Raspoutine était un être humain assez terrible, mais son histoire est vraiment fascinante. Et si rien d'autre n'est fait, elle reste la preuve de ce que beaucoup d'entre nous soupçonnent depuis longtemps, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une bonne hygiène personnelle pour aller loin dans la vie.